Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va analyser et interpréter l'enregistrement mécanique de la contraction musculaire, ce qu'on appelle les myogrammes. Alors ce sont les enregistrements qu'on obtient sur le cylindre enregistreur après stimulation électrique du muscle. Alors le dispositif expérimental qu'on utilise, il est constitué par une grenouille qui est décérébrée et démodulée et un stimulateur électrique et un cylindre enregistreur. Alors, il faut distinguer entre deux mots principaux, le myographe et le myogramme. Donc, le myographe, c'est le dispositif expérimental permettant d'enregistrer le phénomène mécanique de la contraction musculaire. Alors que le myogramme, donc, il correspond à l'enregistrement de la réponse mécanique du muscle. Alors, pour stimuler le muscle, on utilise deux méthodes. Soit on stimule, il y a une excitation, ce qu'on appelle directe, c'est-à-dire que les électrodes stimulatrices sont disposées directement sur le muscle. C'est ce qu'on appelle une excitation qui est directe. Alors, en cas où les électrodes stimulatrices sont placées sur le nerf qui énerve le muscle, on parle d'une excitation qui est indirecte. Alors, maintenant, comment le muscle elle répond à une seule excitation efficace, c'est-à-dire qui donne une secousse musculaire. Donc, on obtient une secousse musculaire. Alors, c'est quoi une secousse musculaire? Si on vous demande de définir la secousse musculaire, bon, est la réponse du muscle à une excitation efficace caractérisée par son amplitude, sa durée. Et elle comporte trois phases. Phase de latence, phase de contraction et phase de relâchement. Alors maintenant, si on stimule le muscle, alors le moment de l'excitation, d'accord, on donne l'ordre au stylet qui est relié au cylindre à partir du stimulateur électrique, il y a une petite vibration qui signale le moment exact de la stimulation. C'est ce qu'on appelle l'artefact de stimulation. Donc c'est le moment exact où on a commencé l'excitation. Alors maintenant, on voit que la secousse musculaire comporte trois phases. Phase de latence, phase de contraction et phase de relâchement. Alors la phase de latence, elle correspond à quoi? Donc elle correspond à la durée entre le moment de l'excitation, c'est-à-dire l'artefact de stimulation, et le moment de début de la réponse, c'est-à-dire le moment de la contraction. Donc du point A vers le point B. Alors maintenant, la phase de contraction, au cours de laquelle il y a un raccourcissement du muscle et augmentation de sa tension, c'est-à-dire la force qu'on trouve à l'intérieur du muscle avec l'augmentation de son épaisseur. Donc c'est de B jusqu'à C. Alors que la phase de relâchement, au cours de laquelle le muscle reprend ses dimensions, sa longueur et son épaisseur initiale, et la tension dans le muscle diminue progressivement. Bon, on observe que la durée du relâchement, elle est très longue par rapport à la durée de la contraction. Alors, pour enregistrer le temps, on utilise un diapason. Donc, on a enregistré des ondes et chaque onde possède une durée bien précise. Comme le cas du physique, on dit qu'il y a lambda. Et chaque onde, elle a une durée bien précise et à travers laquelle je peux calculer la durée de la secousse musculaire à partir du point A, c'est-à-dire de l'artefact de stimulation, jusqu'au point D. Alors maintenant, si on va voir comment le muscle répond à des excitations d'intensité croissante. Donc on voit si je stimule le muscle avec une intensité I0, I1, on n'obtient aucune réponse. C'est-à-dire que I1, I2, on les appelle des intensités infraliminaires. C'est-à-dire que ce sont des excitations qui sont inefficaces. Alors lorsque je stimule le muscle et j'obtiens une réponse, je parle d'une intensité qui est supraliminaire. Donc, intensité infraliminaire, c'est-à-dire qu'elle est inefficace. Supraliminaire, c'est-à-dire qu'elle est efficace. Alors maintenant, pour la rhéobase. Donc, c'est la plus petite euh, intensité qui donne une réponse, c'est-à-dire qu'on obtient suite auquel une secousse musculaire. Donc, c'est le seuil d'excitation minimale, au-dessus de laquelle le muscle ne répond pas. Alors, de I2 à I6, qu'est-ce qu'on constate? Alors, plus l'intensité de stimulation elle augmente, plus l'amplitude de la secousse musculaire elle augmente. Mais de I6 à I10, même si j'augmente l'intensité de stimulation, l'amplitude de la secousse musculaire elle reste constante. Alors, comment on peut expliquer
les deux phénomènes. Alors, de I2 à I6, plus j'augmente l'intensité de stimulation, plus l'amplitude de la secousse musculaire elle augmente. Cela est expliqué par le muscle est formé par plusieurs fibres musculaires qui se contractent. Et plus j'augmente l'intensité de stimulation, plus le nombre de fibres musculaires excitées est élevé. C'est ce qu'on appelle le phénomène de recrutement. Donc, plus j'augmente l'intensité de stimulation, plus le nombre de fibres musculaires excitées augmente. C'est pour cela qu'il y a augmentation de l'amplitude de la secousse musculaire. Mais de I6 jusqu'à I10, l'intensité n'augmente pas. L'amplitude reste constante, c'est-à-dire que les intensités I6, I7, I8, I9, I10 sont des intensités qui sont supraliminaires, mais maintenant c'est maximal, car toutes les fibres ont été excitées. Alors même si j'augmente l'intensité de stimulation, le nombre de fibres musculaires ne peut pas augmenter, donc la réponse du muscle elle est toujours constante et maximale. Alors maintenant, comment le muscle répond à deux excitations successives et avec une même intensité. Alors premièrement, on va utiliser une intensité supraliminaire, mais non maximale. Alors, la deuxième excitation, il peut parvenir où? Donc, si vous avez ici la secousse musculaire, ici vous avez la première secousse musculaire, alors suite à la première excitation, maintenant la deuxième excitation. Soit il peut parvenir lors de la phase de latence, soit pendant la phase de relâchement, soit pendant la phase de contraction, soit après la secousse musculaire. Donc, comment le muscle répond à ces deuxièmes excitations s'il parvient dans des moments différents. Alors, je commence par le premier cas. Alors, si la deuxième excitation parvient après la secousse musculaire, donc j'exécute ma première excitation, j'obtiens ma secousse musculaire. Après l'arrêt de la première secousse musculaire, je stimule le muscle. Alors, il répond avec une secousse musculaire identique à la première et isolée de la première secousse. C'est-à-dire, dans le cas après la première secousse musculaire, on obtient deux secousses musculaires qui sont identiques, c'est-à-dire et isolées, c'est-à-dire ils ont même amplitude et même durée. Maintenant, le deuxième cas, si l'excitation parvient pendant la phase de relâchement. Alors là, il y a fusion partielle des deux secousses musculaires avec augmentation de l'intensité de la deuxième secousse musculaire. C'est ce qu'on appelle le phénomène de sommation. Donc là, il y a deux phénomènes. Fusion partielle, c'est-à-dire la première secousse, elle fusionne avec la deuxième secousse. Mais maintenant, le phénomène de sommation, c'est que l'amplitude de la deuxième secousse, elle est supérieure à l'amplitude de la première secousse. Alors maintenant, dans le cas où la contraction parvient pendant la phase de contraction, donc une fois le muscle commence à se contracter, je le stimule. Alors là, il y a deux secousses qui vont fusionner entre eux et on obtient une seule secousse musculaire, c'est-à-dire qu'il y a une fusion totale de deux secousses musculaires, comme si on a excité le muscle par une seule excitation avec une intensité très forte. Mais en vrai, on a excité le muscle avec deux excitations successives et la deuxième parvient pendant la phase de contraction. Donc, si la deuxième excitation parvient pendant la phase de contraction, on obtient une seule secousse, c'est-à-dire qu'il y a une fusion totale de deux secousses. Si la deuxième excitation parvient pendant la phase de relâchement, on obtient deux secousses musculaires qui sont partiellement fusionnées. Maintenant, dans le quatrième cas, si l'excitation parvient pendant la phase de latence, c'est-à-dire avant que le muscle ne commence de se contracter, je le stimule avec une deuxième excitation. Normalement, il nous donne une seule secousse musculaire, c'est la secousse musculaire de la première excitation. Donc, il ne répond pas à la deuxième excitation s'il parvient pendant la phase de latence. Alors, je récapitule. En cas où la deuxième excitation parvient après la secousse musculaire, on obtient deux secousses musculaires identiques et isolées. Si la deuxième excitation parvient pendant la phase de relâchement, on obtient deux secousses musculaires partiellement fusionnées, dont l'amplitude de la deuxième supérieure à la première, ce qu'on appelle le phénomène de sommation. Si la deuxième excitation parvient pendant la phase de contraction, on obtient une seule secousse avec une amplitude qui est très grande, c'est-à-dire qu'il y a fusion totale des deux secousses musculaires plus le phénomène de sommation. Mais si l'excitation parvient pendant la phase de latence, le muscle ne répond pas à la deuxième excitation. On obtient une seule secousse normale qui est la réponse à la première excitation. Maintenant, si j'utilise
une intensité maintenant supraliminaire, mais elle est maximale. Donc toujours on obtient les mêmes résultats. C'est-à-dire si la deuxième excitation parvient après la secousse, on obtient deux secousses musculaires qui sont identiques et isolées. Mais au niveau, si j'excite le muscle pendant la phase de relâchement, il y a fusion, toujours fusion partielle, mais il y a absence de phénomène de sommation car toutes les fibres ont été excitées et la première réponse a été maximale. Donc l'amplitude ne peut pas augmenter. Alors en cas où l'excitation parvient pendant la phase de contraction, il y a fusion totale et on observe que la durée de la secousse musculaire, ben, elle est très longue. Et si la deuxième excitation parvient pendant la phase de latence, il n'y a plus de réponse. On obtient une seule secousse musculaire qui est la réponse à la première excitation. Alors maintenant, le cas où comment le muscle il répond à une série d'excitations efficaces, successives et de même intensité. Alors là, il y a deux cas. Si la fréquence d'excitation elle est faible ou la fréquence elle est élevée. Alors lorsque j'ai dit la fréquence elle est faible, c'est-à-dire que les stimulations parviennent pendant les phases de relâchement des secousses précédentes. Alors que lorsque je dis une excitation qui est avec une fréquence qui est élevée, c'est-à-dire que les excitations sont rapprochées entre eux et ils parviennent pendant les phases de contraction et par suite nous avons une fusion qui est totale des secousses musculaires. Alors que dans le cas d'excitation de faible fréquence, on observe des fusions qui sont partielles des secousses musculaires et c'est ce qu'on appelle un tétanos qui est imparfait, alors que dans le cas de la fréquence très élevée, j'obtiens un tétanos qui n'est pas parfait. Alors, le tétanos parfait, c'est quoi? Lorsqu'on obtient une fusion totale des secousses musculaires. Donc là, le muscle se contracte et reste en état de contraction continue. C'est ce qu'on appelle tétanos parfait. Alors, lorsque le muscle se contracte, se relâche, se contracte, se relâche, donc ça, c'est un tétanos, mais qui est un tétanos qui est imparfait. Alors, si je compare le document 6 avec le document 7, tous les deux, nous avons un tétanos imparfait. Mais au niveau du document 6, nous avons que la première excitation, l'amplitude, elle est faible. Par contre, alors que la deuxième, elle est plus élevée, c'est-à-dire on assiste au phénomène de sommation. Alors que pour le document 7, on a utilisé une intensité qui est maximale. C'est-à-dire que la première secousse, on obtient une amplitude très élevée. Alors que la deuxième secousse, troisième secousse, il n'y a plus d'augmentation de l'amplitude de la secousse musculaire, c'est-à-dire que l'intensité qu'on a utilisée, elle est maximale. Alors, si la partie ascendante, elle est en escalier, donc on a utilisé une intensité non maximale. Si la partie ascendante, elle est directe, donc elle est rectiligne, donc on obtient un tétanos imparfait dont la partie ascendante, elle est rectiligne et on a utilisé une intensité qui est maximale. Alors, maintenant, comment le muscle répond lorsqu'il est fatigué? Alors, c'est quoi la fatigue musculaire? Donc, comment on peut l'enregistrer au niveau de la secousse musculaire? Donc, ici, vous avez une secousse musculaire pour un muscle qui est au repos. Alors que là, vous avez un muscle qui est fatigué. Regardez, alors, le moment de l'artefact de stimulation, la durée de la secousse musculaire chez le muscle au repos et la durée de la secousse musculaire chez le muscle fatigué. Donc la durée augmente alors que l'amplitude de la secousse musculaire elle diminue. Donc il y a deux choses qui caractérisent un muscle fatigué. Alors la fatigue musculaire se traduit par une diminution de l'amplitude et un allongement de la durée de la secousse musculaire. Parfois on assiste à une incapacité de contraction. Le muscle il est totalement fatigué, donc il ne répond plus, même si les excitations sont efficaces. Alors, cette fatigue musculaire, elle est due à la régénération d'ATP par les voies de la fermentation lactique, car il produit une faible quantité d'ATP en plus de l'accumulation de l'acide lactique. Alors maintenant, en conclusion, le muscle possède 5 propriétés. Il y a l'excitabilité, la contractibilité, la tétanisation, fatigabilité et l'élasticité, c'est-à-dire sa longueur peut augmenter ou peut diminuer et régénérer sa taille initiale. Je vous remercie et à la prochaine vidéo dans laquelle on va parler de la structure de la fibre musculaire et son ultrastructure et comment le muscle
se contracte et qu'il convertit l'énergie chimique en énergie mécanique.